Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat et à la une ce soir. Toujours pas d'accord entre le gouvernement et les parlementaires communistes. Ils étaient reçus à Matignon par Jean-Marc Ayrault pour tenter une conciliation après le rejet de 2 textes législatifs importants et avant l'examen du budget de la sécurité sociale qui commence lundi au Sénat. Le 19 mars, date anniversaire du cessez-le-feu en 1962, devient la journée nationale du souvenir des victimes de la guerre d'Algérie. 10 ans après son vote par l'Assemblée nationale, les sénateurs viennent de donner leur feu vert à ce texte qui divise profondément la classe politique. Après les États-Unis, c'est à la Chine, l'autre grande puissance du monde, de désigner son nouveau président. Il s'appelle Xi Jinping et succède à Hu Jintao, qui dans son dernier discours a appelé à lutter contre ce mal qui ronge la Chine, la corruption. Bonsoir à tous. Le 19 mars, date anniversaire du cessez-le-feu en 1962, sera désormais la journée nationale du souvenir en mémoire des victimes de la guerre d'Algérie. Après le vote du Sénat, le texte a en effet été adopté par 181 voix contre 155. La gauche s'étant prononcée pour, la droite contre, à l'issue d'un débat passionné. Compte rendu Cécile Sixou. Des affiches en guise de protestation. Ce matin, devant le Sénat, des associations d'anciens combattants sont venues dire non au texte, reconnaissant le 19 mars comme date de commémoration des morts pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. La proposition de loi a été adoptée. Elle a suscité de vifs débats dans l'hémicycle. Premier point de friction, l'agenda choisi par le gouvernement. Le texte présenté aujourd'hui aux sénateurs a été voté il y a 10 ans par l'Assemblée nationale. Pourquoi le président du Sénat, les présidents du Sénat qui se sont succédés entre 2002 et 2012 n'ont-ils pas inscrit cette loi à la discussion du Sénat ? De son côté, l'UMP dénonce un passage en force du gouvernement. Le président de la République doit se rendre en Algérie. Je pense qu'il a très envie d'arriver avec ce texte instaurant la journée du 19 mars comme journée de recueillement pour les victimes de la guerre d'Algérie. Sur le fond aussi, les échanges ont été houleux. Pour la droite, la date du 19 mars qui correspond au cessez-le-feu en Algérie au lendemain des accords d'Évian n'a pas mis fin au conflit et ne peut être choisie comme date de commémoration, mais pas seulement. Pourquoi avez-vous honte? Pourquoi cette repentance continuelle et perpétuelle? Pourquoi la France a fait un certain nombre de choses qui étaient effectivement hors normes? Ok, d'accord, et les autres? Pour Kader Arif, le ministre des Anciens Combattants, ce n'est pas un argument. Le président de la République, j'ai eu l'occasion d'accompagner dans d'autres responsabilités en Algérie, a toujours été ferme sur l'idée que la France n'était pas dans la repentance. Les élus UMP ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient déposer un recours au Conseil constitutionnel. Trouver un compromis avant que les communistes au Sénat ne fassent encore rejeter des textes législatifs aussi importants que le budget ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Voilà pour l'objectif de la réunion qui vient de se terminer à Matignon, mais aucun accord n'a été trouvé pour l'instant. Écoutez le secrétaire national du PCF et sénateur de Paris, Pierre Laurent. Il était interrogé par Jérôme Rabier sur place. Nous voulons justement nous continuer à nous faire entendre. Nous avons argumenté ce soir devant le Premier ministre, nous allons continuer à le faire au Parlement et nous prendrons notre décision sur le vote en fonction du résultat de cette discussion. Oui, mais si ça ne bouge pas, vous ne le voterez pas en l'état. Il est probable que nous ne le votions pas en l'état et que nous continuions à nous abstenir, mais nous ne désespérons pas de convaincre que des bougées significatifs sont possibles. Et ce soir, vous n'avez obtenu aucune avancée sur aucun texte, le PLF, le PLFSS? Écoutez, il s'agissait pas, on n'était pas venu ce soir pour mener le débat parlementaire à la place du débat parlementaire. On n'était pas là pour négocier article par article ou pour discuter des amendements. On a eu un échange politique de fond avec le Premier ministre sur la divergence qui existe, le débat de fond qui existe sur le diagnostic. Nous partageons des choses sur le diagnostic, mais sur les solutions, nous avons un débat. Nous avons voulu pousser ce débat-là. Et quand les communistes votent avec l'UMP au Sénat, c'est toute la Haute Assemblée qui s'en retrouve fragilisée. Il faut dire que le gouvernement a prévenu, si un texte ne passe pas au Sénat, on en fait son affaire à l'Assemblée nationale, selon les mots de Michel Sapin, le ministre du Travail, Marie Brémaud. Encore un texte rejeté au Sénat cette nuit, c'était la loi de programmation budgétaire qui n'a pas reçu l'aval du Sénat, notamment à cause des sénateurs communistes. Le gouvernement en prend acte avec plus ou moins de délicatesse pour la Haute Assemblée.
nous devons, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, en tant que membres du gouvernement, persuader toujours. Et puis si à un moment donné il y a la conjonction des contraires, on en fait son affaire à l'Assemblée. En faisant en sorte que le Sénat rejette les projets du gouvernement, les sénateurs communistes rendent totalement la main à l'Assemblée nationale, où la majorité gouvernementale, elle, est solide. Si Michel Sapin et Jérôme Cahuzac énoncent une vérité constitutionnelle, la forme passe mal auprès de certains au Palais du Luxembourg. Ils tiennent à avertir le gouvernement en place. Le Sénat a beaucoup de mémoire. Et le Sénat n'aime pas les membres du gouvernement qui donnent le sentiment, peut-être parfois faussement, mais qui peuvent donner le sentiment par des propos un peu hâtifs et hasardeux de mépriser les sénateurs. Le Sénat n'aime pas ça. Évidemment, à gauche, le son de cloche est tout autre, même si l'on reconnaît un équilibre politique délicat à conserver. Ça ne complique en rien les relations entre le Sénat et le gouvernement. Ça complique politiquement les relations entre le Parti communiste, le CRC et le gouvernement. Mais moi, je le comprends. Les communistes ne sont pas socialistes et vice-versa. La Palisse n'aurait pas dit mieux. Donc les communistes ont des idées, des orientations à faire valoir. Les socialistes en ont d'autres. Le gouvernement prend ses décisions, tranchera, le Premier ministre arbitrera, le Parlement fera ce qu'il a à faire et nous assumerons les choses. Mais attention, si le Sénat continue de rejeter bon nombre de textes portés par le gouvernement, le risque pour la Haute Assemblée serait d'être réduite au silence forcé. Quel régime pour la garde à vue des sans-papiers? Le Sénat examine ce soir un projet de loi qui entend mettre en place une retenue de 16 heures maximum en commissariat ou en gendarmerie pour les immigrés en situation irrégulière. Une proposition dénoncée par les associations de défense des immigrés qui refusent tout régime d'exception. Marie Lebon. Dans quelles conditions procéder à la vérification de situation d'un étranger quand il n'est pas en mesure de présenter ses papiers? Au sein de la Haute Assemblée, les avis divergent, mais attention, pour le rapporteur du texte, les mots ont leur importance. Il ne s'agira pas d'une garde à vue, mais d'une retenue. Ce n'est pas une garde à vue puisque la Cour de justice de l'Union européenne nous invite à bien considérer que le contrôle des papiers d'étrangers, pour savoir s'ils sont en situation régulière ou non, n'est pas un contrôle de caractère judiciaire mais administratif. Pour les socialistes, pas de stigmatisation car pas d'incarcération, seulement du temps donné aux forces de l'ordre. La retenue ne devra pas excéder 16 heures et devra être encadrée. Avocats et médecins pourront être présents. Un régime spécial pour les étrangers que rejette une partie de la majorité. Alors que les communistes proposent des amendements, les Verts contestent le projet de loi. Intrinsèquement, existentiellement, ce n'est pas admissible. Donc il n'y a pas d'amendement à faire sur ce point-là. Il y a simplement à dire que non, ce n'est pas possible, c'est inadmissible qu'aujourd'hui des gens soient arrêtés uniquement parce que peut-être ils seraient sans papier. Les sénateurs du groupe écologiste devraient donc voter contre. La droite, quant à elle, ne devrait pas s'opposer. Et puis à l'ouverture de la séance, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, a assuré qu'il n'y aura pas de régularisation massive des étrangers en situation irrégulière. Alors que Sanofi envisage toujours la suppression de 914 postes en France d'ici à 2015, 5 sénateurs de la majorité demandent la nomination d'un médiateur chargé d'évaluer la situation économique du groupe pharmaceutique. En parallèle, ils vont lancer une mission d'information sur ce sujet. Écoutez à ce propos Jean-Jacques Mirassou, sénateur socialiste de la Haute-Garonne. La direction de Sanofi France campe sur ses positions, reste dans le flou et, à notre sens, ne joue pas véritablement le jeu du dialogue social. Le médiateur est quelqu'un qui, parce qu'il sera déconnecté, en quelque sorte, des enjeux directs, pourra préconiser, à partir du diagnostic qui sera le sien, des solutions qui seront, je l'espère, crédibles à la fois pour la représentation syndicale et en même temps pour la direction. Sachant que, dès l'instant où on nomme médiateur, de fait, c'est presque mécanique à mon sens, il y a le gel des intentions de la direction en ce qui concerne son plan de restructuration. Et à noter que sollicité par nos équipes, la direction de Sanofi n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant. Signature des 12 premiers emplois d'avenir aujourd'hui à Chelles, en Seine-et-Marne, en présence de François Hollande. Le chef de l'État a rappelé que l'insertion des jeunes dans le monde du travail était une ambition nationale. On l'écoute. Notre objectif, c'est de garantir non pas simplement un emploi, mais la qualité de l'emploi. Car tous ces jeunes vont être rémunérés par rapport aux règles du marché du travail, c'est-à-dire au moins le SMIC. Parce que l'insertion des jeunes
c'est une ambition nationale. Nous ouvrons le débat de ce 19h consacré à ce rendez-vous qui vient de se terminer à Matignon avec nos invités ce soir. Eliane Assassi, présidente du groupe communiste ici au Sénat. David Assouline, vous êtes sénateur socialiste de Paris et porte-parole du Parti socialiste. Et Christian Cambon, sénateur UMP du Val-de-Marne. Bonsoir à tous les trois. Alors je me tourne vers vous. Eliane Assassi, vous revenez de Matignon. Que s'est-il passé? Visiblement, on a entendu Pierre Laurent, les négociations sont au point mort. Oui, mais d'abord, au préalable, moi, je voudrais dire que ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce rendez-vous, il y a un dialogue de gauche qui reprend, et ça, on s'en satisfait. Vous savez très bien que ça fait un moment que je demande à ce que nous soyons reçus par les ministres, voire par le Premier ministre. Nous avons été entendus, dont acte, et la discussion s'est passée de façon tout à fait respectueuse, en tout cas sur les idées que les uns et les autres portent. Je veux le signaler parce que c'est important. On était entre gens de gauche. Je dis ça pour rejeter un petit peu tout ce qui court sur une soi-disant collusion entre le Parti communiste français et la droite. Nous sommes d'abord nos ennemis, nos adversaires politiques, c'est la droite, c'est l'extrême droite, et en aucun cas le Parti socialiste. Nous voulons que la gauche réussisse. C'est notre objectif. Et donc nous avons un certain nombre de propositions que nous avons portées durant les campagnes électorales. Il y a 4 millions d'électeurs du Front de gauche qui ont créé les conditions pour que François Hollande soit élu président de la République. Voilà, je dirais que nous sommes allés à 4 millions chez Jean-Marc Ayrault David Assouline, ces propos vous rassurent ce soir? Les communistes sont bien dans la majorité? Oui, j'avais pas besoin d'être rassuré. Vous savez, ça fait un an, mais beaucoup plus dans l'hémicycle, mais depuis un an, nous travaillons main dans la main avec les communistes dans cette majorité de gauche au Sénat. Avec Eliane Assassi, ce sont des combats de conviction qui sont menés dans l'hémicycle sur toutes les questions sociales et sociétales. Donc, ces derniers temps, il pouvait y avoir des doutes. D'ailleurs, moi, j'aurais préféré même que sur ce plateau, elle soit à côté de moi et que la droite soit en face. C'est parce que les communistes ont voté dernièrement, souvent avec l'UMP, qu'on les a installés comme ça. Qui a voté contre le gouvernement, et voilà. Donc, il faut rétablir les choses. Qu'est-ce que ça fait quand on est sénateur UMP de voter avec les voix des communistes? Écoutez, nous nous opposons sur des règles claires, sur des thèmes clairs, et si les communistes votent avec nous, tant mieux. Ça veut dire qu'il est temps pour eux d'ouvrir les yeux. Il est bien temps de pleurer sur le lait renversé. Les 4 millions de voix que vous avez apportées à François Hollande, vous les avez apportées sans condition. Donc il est tout à fait normal que vous vous aperceviez de la quantité de mensonges qui ont été proférés pendant la campagne. Et maintenant, on arrive le dos au mur avec des solutions qui sont dures à prendre. Et je comprends tout à fait votre difficulté. Alors là, on a des propos très sympathiques. Moi, je n'étais pas au rendez-vous de Matignon. Donc les choses, heureusement, bien sûr. Mais il est évident que face à ceux qui se préparent, à ce que les Français vont comprendre des promesses cachées du candidat socialiste, nos amis, nos collègues du groupe communiste n'en sont pas à leur première colère. Nous allons voir beaucoup de choses qui vont arriver dans cette thématique. Mais Monsieur Cambon, je vais peut-être vous embêter, mais vous savez, entre le Parti socialiste, le gouvernement, nous avons quelque chose que nous partageons profondément. C'est le constat selon lequel la droite a laissé notre pays dans un état lamentable. Ce que dit aussi le rapport gallois. Donc, n'essayez pas tenir 5 ans sur cette thématique. Monsieur Cambon, c'est notre affaire, c'est pas la vôtre. Est-ce que vous avez quand même bon espoir, à l'issue de cette réunion, d'avoir un premier budget du gouvernement de Jean-Marc Ayrault qui va porter l'empreinte de gauche? Qu'est-ce qu'on vous a dit ce soir? Nous y travaillons. Vous avez gain de cause sur certaines de vos demandes, par exemple la taxe sur les retraites. Nous ne sommes pas allés rencontrer Monsieur le Premier ministre dans un esprit de négociation. Tu me donnes ça, je te donne ça, etc. Nous avons voulu apporter nous avons voulu débattre de questions de fond, de questions de société, politique, économique, sociétale, etc., etc. Ce que nous avons fait, nous n'avons pas fait le débat parlementaire dans le bureau de Jean-Marc Ayrault. Il y aura d'autres rendez-vous. Donc il y aura sans doute d'autres rendez-vous, enfin en tout cas je l'espère. Nous avons nos groupes à l'Assemblée nationale et ici au Sénat, nous allons discuter et puis nous verrons ce sur quoi nous nous arrêterons sur les votes en tout cas. David Assouline, comment faire pour éviter que le fossé ne se creuse au sein de la gauche? On a vu Eliane Assassi qui se réjouissait d'être plus associée en amont. Jusqu'à présent, il n'y avait pas tellement de dialogue avec les communistes.
Le dialogue est continuel au Sénat et nous le poursuivrons. Ce que je veux dire, pour qu'il n'y ait aucun malentendu, c'est qu'il y a eu une volonté exprimée le 6 mai, il n'y a pas eu de promesse cachée, il y a eu une volonté exprimée le 6 mai, avec 60 engagements de François Hollande. Et nous avons, nous, le Parti socialiste, les parlementaires socialistes, c'est notre feuille de route. Nous mettons en œuvre de façon étalée l'ensemble de ces engagements. Il y en a qui ont voulu rentrer au gouvernement, il y en a qui ont préféré garder une liberté de critique ou d'amendement, voire... Mais je suis très heureux, parce qu'on pouvait s'interroger ces derniers temps, que le Parti communiste réaffirme le fait qu'il n'est pas une opposition, qu'il veut que ce changement voulu par les Français réussisse. Et donc la meilleure façon quand même, c'est de ne pas faire affaiblir ou faire capoter un certain nombre de nos propositions. Mais en même temps... j'entends. Le Sénat, sur quoi êtes-vous prêt à lâcher un peu de l'Est, par exemple? Non, mais je veux dire d'abord, la taxe sur les retraites, sur la création d'une nouvelle tranche d'impôt. Les propos de ce soir, y compris de Pierre Laurent en sortant de chez Jean-Marc Ayrault, ne sont pas complètement le ton qu'on avait commencé à entendre. Parce que, par exemple, dire que c'est contre l'austérité qu'on rejette un projet gouvernemental, l'austérité, c'était sous Nicolas Sarkozy. Et c'est bien pour cela que la droite se déchaîne. Si on était dans la poursuite de la politique de Nicolas Sarkozy, si on était dans... C'est parce qu'on a fait la retraite à 60 ans pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, c'est parce qu'on a fait l'allocation de rentrée scolaire, c'est parce qu'on a fait les emplois d'avenir, c'est parce qu'on a fait la loi sur le logement social, c'est parce que nous avons fait une fiscalité... Que le rejet de ces deux textes donne l'opportunité à la droite de railler la majorité. La droite peut profiter de ce qu'elle veut. Mais de toute façon, elle est déchaînée parce que nous faisons une politique de gauche. Et donc, il faut nous aider à la faire déchaîner. La droite assiste effectivement avec un œil amusé à des querelles familiales qui éclatent à peine 6 mois après votre arrivée aux affaires. Et nous découvrons tout simplement qu'à force de ne rien avoir dit de la vérité aux Français, les Français la découvrent. Car dans les 60 propositions, cher David Assouline, je n'avais pas vu que François Hollande promettait l'augmentation de la TVA. Vous voyez, il faut que je relise le texte. Il y a quelque chose que je n'ai pas dû comprendre. La liste est longue. Vous nous faites subir et vous faites subir aux Français un tsunami fiscal. Où était-il dans la campagne? Non, mais vous savez que l'industrie, vous l'avez mis depuis 6 ans, depuis 6 mois. Écoutez, vous avez mis à plat l'industrie. Oui, bien entendu. Tout ce que vous n'avez pas fait. Vous avez doublé la dette de la France. Vous avez fait campagne. Vous avez fait campagne sur le thème Sarkozy a mis J'ai quand même une question, moi. Tout ce débat, est-ce que ça n'a... Il fallait que Sarkozy s'en aille et les difficultés... S'il vous plaît, pas tous en même temps, sinon on ne va pas s'entendre. Est-ce que quand même le rejet de ces deux textes n'affaiblit pas le Sénat? On a entendu dans le reportage les interventions de Jérôme Cahuzac ou de Michel Sapin qui disent, eh bien, s'il y a un problème au Sénat, tant pis, on a la majorité à l'Assemblée nationale. C'est un principe de réalité, c'est vrai. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, si la droite était au gouvernement et que le Sénat s'opposerait, elle dirait que c'est à l'Assemblée qu'il y a le dernier mot, parce que c'est notre Constitution. Donc le rappeler n'est pas ni une provocation, ni quelque chose que l'on découvre. Malgré tout, ça sonne comme un avertissement. Non, parce que de toute façon, tous les textes passent au Sénat. Et le débat parlementaire au Sénat sera respecté. Sauf que quand ils sont rejetés, vous ne pouvez même pas l'amender, apporter des enrichissements. Ils repartent directement. Vous savez, nous avons été minoritaires au Sénat longtemps. Nous avons fait beaucoup d'amendements qui n'ont jamais été acceptés. Le gouvernement et la gauche a déjà gouverné avec un Sénat qui était promis éternellement à la droite. Et nous avons dû quand même gouverner selon la volonté populaire exprimée aux législatives. Et donc, heureusement qu'il y a une chambre qui peut décider quand il y a un conflit ou un antagonisme. Parce que sinon, les institutions seront bloquées. Mais le Sénat sera respecté, tous les débats auront lieu ici. Le Sénat est tellement bien respecté. Vous avez cet engagement que le Sénat sera respecté, il n'en sort pas affaibli? Le Sénat est respecté, sauf que pendant des années, j'ai entendu nos collègues socialistes et communistes vociférer contre les procédures accélérées, les lois examinées en urgence. J'observe que dans ce texte, on introduit un amendement qui n'a même pas été examiné
par l'Assemblée nationale et qui va être donc introduit au milieu de la nuit en commission mixte paritaire. C'est une procédure qui est quand même invraisemblable. Le Conseil constitutionnel... Vous parlez de quoi? Je parle de l'amendement qui a été repoussé hier et qui avait été introduit par le ministre du Budget en cours de discussion et qui n'a pas été examiné par l'Assemblée nationale. C'est un fait, c'est décrit du reste dans la presse ce soir. Donc on utilise les procédures. Je pense effectivement... les choses sont tout à fait claires sur ce sujet. Reprenez les textes de la séance de cette nuit. Mais vous voulez que je vous rappelle Je vous rappelle les procédures accélérées. Bien loin des préoccupations. Bien loin des préoccupations des gens, c'est le tsunami fiscal que les classes moyennes vont supporter. Les heures défiscalisées, les travailleurs indépendants, les emplois. Mais vous n'allez pas tenir 5 ans en disant ça. Le débat va toucher à sa fin. Je voudrais moi vous entendre, Éliane Assassi. Est-ce que ce soir, on peut dire que vous avez bon espoir de voter le budget, le projet de loi de financement de la sécurité sociale? Vous ne pouvez toujours pas vous prononcer à cette question. Non, mais Monsieur Cambon, nous avons des pratiques démocratiques. Donc nous réunirons notre groupe et c'est le groupe qui décidera. Voilà. Puisqu'il fait référence à Barack Obama, lui, malgré la crise terrible qui frappe les États-Unis, le fait qu'il a fait la réforme de la santé, c'est-à-dire qu'il s'est occupé des gens qui souffrent le plus, a permis aussi sa réélection. Et si M. Sarkozy n'a pas été élu, c'est parce qu'il a attaqué toutes les solidarités sociales, les services publics, l'école de la République, et en plus, il a creusé les déficits, augmenté la dette, sur tous les domaines. Vous êtes disqualifié. Vous êtes disqualifié. Je vous propose d'écouter la réponse. Christian Cambon, s'il vous plaît. Christian Cambon, je vous propose d'écouter la réponse à la question que nous avons posée à nos internautes, aux internautes de notre partenaire, le nouvelobs.com. Le gouvernement peut-il se passer du Sénat? Eh bien, regardez, ils ont répondu oui à 44%, non à 52%, ne se prononce pas 4% sur 514 votants. Merci à tous les trois d'avoir été les invités du 19h. Après la réélection de Barack Obama à la tête des États-Unis, c'est à la Chine, l'autre grande puissance mondiale, d'entrer dans une semaine de changement à l'occasion de l'ouverture du 18e congrès du Parti communiste chinois. Une nouvelle génération de dirigeants va accéder au pouvoir. Hu Jintao va être remplacé par Xi Jinping. Son portrait avec Simon Barbarie. On sait peu de choses sur lui, pourtant il sera le futur président de la République populaire de Chine en mars prochain. À 59 ans, Xi Jinping, l'actuel vice-président de l'État chinois, reste une énigme. Dans les années 2000, il devient successivement gouverneur des riches régions côtières de Fuya puis de Zhejiang. En 2007, c'est la consécration, il est intégré au comité permanent du bureau politique du parti. Ingénieur chimiste de formation, sa carrière au sein du Parti communiste est aussi brillante que discrète. À l'inverse d'un présidentiable occidental, la discrétion est une condition sine qua non pour atteindre les plus hauts sommets de l'appareil d'État. Son épouse, la chanteuse Peng Yuan, est même actuellement plus populaire que lui. Si la personnalité de Xi Jinping est opaque, elle est à l'image de son programme. Le futur numéro 1 chinois est en tout cas habile en communication. Il dit apprécier les films américains et lors d'un récent déplacement aux États-Unis, il réussit même à s'attirer les bonnes grâces des élites occidentales lorsqu'il assura vouloir une Chine moins polluante et plus respectueuse des droits de l'homme. Mais entre les paroles et les actes, il y a un monde. Difficile de dire aujourd'hui si le futur président sera un réformiste raisonnable ou un conservateur austère. Nous accueillons sur ce plateau Marie Holzmann. Bonsoir, vous êtes spécialiste de la Chine contemporaine. Alors on vient de le voir dans ce reportage, on connaît très peu Xi Jinping. Qui est-il exactement et que peut-on attendre de ce nouveau dirigeant ? Xi Jinping, c'est un enfant du sérail d'abord. C'est pour ça qu'il a été choisi. Et par définition, on choisit les gens qui parlent peu. Alors, on ne peut pas dire qu'on sache exactement quel sera son programme. Et je crois que même s'il en a un, il a tout intérêt, tant qu'il n'est pas définitivement nommé, de ne pas trop le dévoiler. Mais ce qu'on sait de lui, c'est d'abord qu'il est le fils d'un très haut dirigeant, Xi Jinping, dont on considérait qu'il était plutôt libéral, en ce sens qu'il était pour les réformes, pour l'économie de marché, etc. Donc ça, d'une certaine façon, ça suscite un petit peu d'espoir, mais je pense que les fils et les pères ne se ressemblent pas nécessairement. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il appartient à la génération des dirigeants qui maintenant sont à peu près nés avec le pouvoir, donc autour de 1949, et qui ont traversé toutes les péripéties de l'histoire contemporaine chinoise, et notamment la révolution culturelle, et l'envoi en tant que jeune lycéen à la campagne pour se faire, comme on disait à l'époque, réformer par les paysans. Donc c'est quelqu'un qui connaît la base et qui connaît la pauvreté
de la Chine profonde. Hu Jintao, dans son dernier discours, a mis l'accent de façon surprenante sur la lutte contre la corruption qui ronge la Chine. Est-ce que Xi Jinping pourrait être un réformateur sur ce dossier de la corruption ? Vous savez, la corruption, je dirais que c'est l'existence même du parti. Si le parti n'avait pas un ennemi déclaré, à quoi servirait-il ? Dès que Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir au début des années 1980 et qu'il a lancé les réformes économiques, il a dit la priorité du parti, c'est de lutter contre la corruption. Mais comment vous luttez contre la corruption si le parti est au-dessus des lois, s'il n'y a pas de presse indépendante, s'il n'y a pas d'opposition pour dénoncer les corrompus ? C'est une mascarade. Alors c'est un hasard du calendrier, mais la désignation de Xi Jinping comme président chinois intervient 24 heures après la victoire de Barack Obama aux États-Unis. Et la comparaison s'arrête là, puisqu'on a un mode de désignation en rien démocratique en Chine. On est encore dans un processus très 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 opaque. Est-ce que là aussi ça peut évoluer par la suite ? Tous les espoirs sont permis, mais les Chinois sont quand même extrêmement désillusionnés, d'autant plus que le porte-parole de ce congrès a annoncé que les délibérations se feraient à la fois dans la liberté d'esprit et la discipline, le centralisme démocratique et l'ouverture, enfin bon, une langue de bois parfaite, et les commentaires dans la presse de Hong Kong en particulier se résumaient en un mot, Wandan, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Autrement dit, on avait un vague espoir que peut-être ça changerait, mais avec ce genre de déclaration, on retombe à nouveau dans une langue de bois et une propagande extrêmement lourde, communiste et en fait absolument pas démocratique. Alors quel défi attendent Xi Jinping sur le plan international ? On sait que la Chine, c'est la priorité de Barack Obama, qu'il veut développer une stratégie de pivot et s'implanter en Asie pour peut-être mieux surveiller la deuxième puissance économique. C'est sûr que les tensions sont fortes dans la région. On a assisté là depuis quelques mois à des petites querelles qui auraient pu déraper assez gravement entre le Japon et la Chine à propos des îles Diaoyutai, comme on dit en chinois, ou Senkaku en japonais. Du côté du Vietnam et des Philippines, il y a beaucoup de tensions sur les îles Paracels, Nansha, Shisha, comme on dit en chinois. Donc les points de friction sont assez violents et importants, parce que tous ces passages maritimes sont importants pour les livraisons de pétrole, aussi bien le Japon que la Chine en manquent. Donc tous ont envie de garder la mainmise sur la circulation maritime. Donc là, il y a des tensions tout à fait réelles, et Obama, depuis l'année dernière et le sommet de l'ASEAN à Bali, a déclaré qu'il allait renforcer la présence militaire dans les mers de Chine, justement pour venir un peu en aide aux petits pays qui pourraient se sentir menacés par la Chine. Et c'est intéressant que c'est juste à ce moment-là que la Birmanie, par exemple, s'est détachée un petit peu de l'emprise chinoise en refusant un barrage. C'est d'ailleurs la première destination du président Obama. Il se rendra en Birmanie très prochainement. C'est intéressant. Ce qui se passe en Birmanie, on assiste à une forme de démocratisation réelle. Il y a maintenant libération des prisonniers politiques, réforme de la presse, et tous les internautes chinois regardent vers la Birmanie en disant comment ça se fait que ce pays réputé si pauvre se soit démocratisé si vite, alors qu'à nous on dit il faut que l'économie monte, notre économie est montée, mais on n'a toujours pas la démocratisation. Un dernier mot rapidement, une réaction sur un microblog chinois, il y avait cette phrase « Élection américaine, on ne sait qu'au dernier moment qu'Obama a gagné et Romney le félicite. En Chine, eh bien, on sait un an avant qui va gagner et qui a perdu, et la famille de celui qui a perdu est en prison. La situation au niveau des droits de l'homme est toujours très compliquée pour les opposants au régime. Ah, terrible, terrible. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même un seul prix Nobel de la paix en prison au monde et qu'il se trouve en Chine. Liu Xiaobo est en prison depuis 2008, condamné à 11 ans de prison. Il n'est toujours pas sorti et malgré toutes les pressions du monde entier, il y reste. Merci beaucoup pour vos éclairages ce soir, Marie Holzmann. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très belle soirée. Ma tante, elle savait tout. Elle disait rien. Elle laissait faire. En France, un enfant sur 10 est abusé sexuellement. Plusieurs victimes témoignent de leur lutte et du long chemin qu'elles ont dû parcourir pour parvenir à une vie normale. Je n'ai jamais été envahie par le désir parce que je l'associais systématiquement au viol.
Innocence bafouée, lundi à 22h30 sur Public Sénat.